C'est l'heure du second débat de ce sens public consacré aux répliques du mini-séisme provoqué par Emmanuel Macron quand il a évoqué lundi soir la possibilité d'envoyer des troupes au sol pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Les réactions en France et dans le monde, elles sont évidemment nombreuses et presque toutes négatives. Hugo Lemonnier. Une déclaration du président de la République et soudain, l'impossible devient envisageable. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Cette phrase d'Emmanuel Macron a fait réagir l'ensemble des chancelleries occidentales, à commencer par les États-Unis. Bien sûr, chaque pays est libre de défendre ses propres intérêts. Mais outre le fait que le président a clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes combattre en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN a lui aussi exclu cette solution. De même en Europe, où les paroles du président français suscitent le rejet, notamment de la part du chancelier allemand Olaf Scholz, déjà hostile à l'envoi de missiles longue portée à l'Ukraine. C'est très clair, il n'y aura pas d'envoi de troupes sur le sol ukrainien, ni par les États européens, ni par ceux de l'OTAN. En réponse à Emmanuel Macron, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, manie l'art de la menace. Il me semble que ceux qui non seulement expriment de telles pensées, mais qui les laissent même entrer dans leurs esprits, devraient employer leurs esprits à des choses plus rationnelles et moins dangereuses pour l'Europe. Depuis, le gouvernement a tenu à préciser les propos du président de la République. Explication de texte par Gabriel Attal lors des questions d'actualité au Sénat. Est-ce qu'en responsabilité, le président de la République peut dire qu'il exclut par principe certaines perspectives? Je ne le crois pas. Et quand on parle de soldats français, on peut tout à fait parler de soldats français sur des actions de formation, de défense sol-air ou de défense d'un certain nombre de frontières. Je le dis de manière très claire. Mais dans certaines interventions, j'ai eu le sentiment que le président de la République avait annoncé un certain nombre de choses. Non. Mis sous pression par les oppositions, l'exécutif a annoncé un débat suivi d'un vote au Parlement sur l'engagement de la France en Ukraine. Soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre contre la Russie, faut-il sortir de cet équilibre? Eh bien, c'est le thème de notre débat avec Guillaume Ancel. Bonsoir, bienvenue, ancien officier, écrivain français, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, publié aux éditions Flammarion. Pascal Joannem, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes directrice générale de la Fondation Schuman. Richard Verly, bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bienvenue, Richard. Correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Et Tam Tranui, merci Tam d'être resté avec nous en cette heure tardive, éditorialiste politique. Avant de revenir peut-être sur les propos d'Emmanuel Macron, sur leurs conséquences internationales, conséquences aussi dans la politique française, c'est intéressant à analyser. Je voudrais dire un mot peut-être de la situation sur le front en Ukraine avec vous, Guillaume Ancel. La période, elle est clairement favorable aux soldats russes. C'est le constat depuis quoi? Depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous êtes aussi affirmatif que ça? Oui, depuis le début de l'année. On peut dire que ce sont les Russes qui ont l'initiative, toute l'initiative. En fait, il faut se rappeler que le front fait 1200 km de long. Il est extrêmement tendu. Et en réalité, les Ukrainiens souffrent d'un manque de munitions et d'armement, d'autant plus que les Américains ne livrent quasiment plus rien depuis à peu près décembre. Et que deuxièmement, il manque de bras. Parce qu'on a oublié que l'Ukraine, c'est un pays de moins de 40 millions d'habitants qui est agressé par un pays de 140 millions d'habitants. Donc c'est juste 4 fois plus grand l'empire qui l'attaque. Et par conséquent, après, on peut le dire, l'échec de la contre-offensive ukrainienne de cet été, les Ukrainiens ont consommé beaucoup des munitions et des armements qu'on avait livrés pour essayer de percer les lignes russes. Et maintenant, ce sont les Russes qui ont les initiatives. Mais il faut retenir aussi que l'armée russe a été très abîmée par ces 2 années de guerre et en l'état, elle n'a pas les moyens de conquérir toute l'Ukraine. Elle a les moyens de faire des percées limitées et c'est pour ça que l'Ukraine s'est mise dans une stratégie purement défensive où elle recule progressivement quand elle est sous le feu massif des Russes. Les Russes ont une puissance de feu actuellement en bombardement et en artillerie à peu près
9 fois supérieure à celle des Ukrainiens, compte tenu du manque de munitions du côté ukrainien. Donc, ils ne peuvent pas rester statiques, et c'est pour ça qu'ils ont lâché Avdiivka, et ils lâcheront d'autres villes sans beaucoup d'importance. Il n'y a rien de stratégique pour l'instant dans ce qu'ils lâchent, simplement, ils reculent très doucement. En langage militaire, on dit freiner. On y reviendra. Volodymyr Zelensky, il était en Albanie ce mercredi pour un sommet des pays de l'Europe du Sud-Est. Pascal Joannin, ça veut dire quoi? Il cherche des armes par tous les moyens, c'est ça l'obsession de Zelensky aujourd'hui? Je crois qu'en effet, le vrai besoin, comme l'a dit Guillaume, c'est un besoin de munitions, d'armes, qu'on leur a, alors que l'Union européenne et certains pays occidentaux leur ont promis, y compris le Japon, la Corée, etc. Donc il faut voir l'Occident dans cette grande... Il y a un décalage entre les promesses et les armes qui ont été vraiment livrées. Et donc on en a livré, mais on a des difficultés à avoir des capacités de production, une cadence industrielle qui permet pas de donner autant qu'ils ont besoin. Et donc, en effet, Volodymyr Zelensky, il cherche par tout moyen à avoir le maximum de soutien et prendre toutes les munitions là où elles peuvent être pour essayer de tenir le plus longtemps possible et pas se faire déborder et pas appuyer sur le frein trop longtemps pour ses armées. Richard Verly, vous étiez en Ukraine la semaine dernière. Au moment où j'arrivais, Emmanuel Macron prononçait ces fameuses paroles sur les soldats européens. Vous êtes rentré lundi en fin de journée. Vous avez pu ressentir quoi? L'engagement des Ukrainiens, vous diriez quoi? Il ne faiblit vraiment pas? Comment vous l'avez vécu, ça? Non, je ne dirais pas qu'ils ne faiblissent pas. Je dirais qu'il y a quand même le climat n'est plus du tout le même. La dernière fois que j'étais en Ukraine, c'était en mai l'année dernière. En mai l'année dernière, chaque conversation, alors de manière presque, je dirais, rituelle, était ponctuée par le mot victoire. Ça se terminera par la victoire. C'était souvent obligé, mais en tout cas, le mot victoire était là. Là, il n'est plus là. On ne l'entend plus. Donc ça veut dire que quand même, cette référence à la capacité de l'Ukraine à pousser l'armée russe hors des territoires conquis, plus personne n'y pense. Il y a quand même, oui, moi je pense, un moment de faiblesse. Alors les Ukrainiens tiennent, ils savent que de toute manière, le sort de leur pays dépend de l'issue de cette guerre, mais ils se posent beaucoup de questions. Alors, toutes les questions relatives évidemment à l'armement, et là très franchement, tout le monde se les pose. Pas seulement les Ukrainiens. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont recevoir les obus, quand est-ce qu'ils vont recevoir les missiles, etc., etc. Mais il se pose d'autres questions et il faudrait quand même le rappeler dans un moment où on ne parle que d'armes. Il se pose aussi la question de leur économie. Parce que les gens ne travaillent plus. L'économie ukrainienne ne fonctionne plus. Les gens vont certes au bureau, mais beaucoup font autre chose. Beaucoup maintenant, il y a énormément d'organisations de la société civile qui utilisent les locaux des entreprises, mais les entreprises ne produisent plus. Et ça, beaucoup de gens se disent, ça ne peut plus durer. Et vous avez tout le problème des familles divisées. C'est-à-dire les hommes sont restés en Ukraine, vous savez qu'ils ne peuvent pas en sortir, ils sont tous mobilisables entre 27 et 60 ans, les femmes souvent sont parties à l'étranger, et donc on commence maintenant à s'installer dans un pays dont toute une partie à l'étranger, à savoir les femmes. Bien évidemment, vous imaginez, quand le téléphone fonctionne, ça veut dire pourquoi tu risques de te faire tuer, pourquoi tu risques d'être mobilisé, et vous commencez à avoir des gens, moi j'en ai vu, j'ai fait un article qui s'intitule « Le recruteur et le déserteur », parce que j'ai vu un recruteur, un soldat qui a été blessé et dont le boulot est d'aller trouver les mobilisables pour leur expliquer qu'ils doivent accepter la mobilisation. Il se déplace toujours avec un policier. C'est-à-dire quand il frappe à la porte des gens, il est toujours accompagné d'un policier. Ça dit quelque chose quand même. Et des déserteurs, c'est-à-dire des gens qui disent « je ne serai pas mobilisé, je n'irai pas, cette guerre n'est pas la mienne ». Qui sont, pour celui que j'ai vu, reste chez lui, donc il n'est pas vraiment caché. Mais par contre, il fait très attention à ses déplacements. Et quand il se déplace, il a toujours avec lui les documents de son avocat, parce qu'il y a un certain nombre de recours juridiques qui peuvent permettre de ne pas être mobilisé. Ça veut dire que la peur de la mobilisation est réelle. Alors, on va évidemment développer et consacrer tout notre débat à ces propos d'Emmanuel Macron. Pourquoi a-t-il évoqué l'envoi de troupes au sol en Ukraine? Est-ce un faux pas du président de la République? Tam, cette prise de parole, est-ce qu'elle est contre-productive? Oui, avec sa conférence internationale de soutien à l'Ukraine lundi, Emmanuel Macron, il espérait prendre le lead sur l'appui à Kiev, en première ligne, et occuper en quelque sorte la place laissée vacante par les hésitations américaines. Et le voilà finalement relégué sur le banc de touche, puisque tous ses alliés se sont désolidarisés, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne, avec qui les relations se sont encore un petit peu plus refroidies, le couple franco-allemand au bord de la crise de nerfs. On se dit décidément, le style Macron ne
convient pas aux impératifs de la diplomatie, où chaque mot doit être pesé, où la prudence règne, où la pondération règne, la disruption macroniste et les saillies médiatiques, très peu en tout cas pour les alliés occidentaux. Cet épisode n'est pas sans rappeler d'ailleurs cette proposition hasardeuse qu'avait faite Emmanuel Macron lorsqu'il avait proposé une coalition internationale contre le Hamas, lancée lors de son déplacement en Israël et qui avait abouti, on se le rappelle, à un grand rétropédalage de l'Élysée. Alors, on va faire attention quand même à ne pas grossir les propos d'Emmanuel Macron. Il n'a pas parlé d'envoi de troupes au sol, il a dit que rien n'était exclu. C'est exactement la même chose. Il faut bien écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on a eu toute une explication de texte ces 2 derniers jours par le gouvernement, notamment hier Stéphane Séjourné à l'Assemblée nationale qui a joué les pompiers. Il s'est livré à une explication de texte présidentiel. La présence de troupes au sol ne franchirait pas, je le cite, le seuil de belligérance. Ce sont ses mots. Il a parlé d'opération de déminage, ce qui s'apparente plutôt à une opération humanitaire. Il a parlé de cyber, ce qui ne demande donc pas de se déplacer en Ukraine. Il a parlé de production d'armes sur place, ce que l'on fait déjà. De nombreux pays ont déjà annoncé cela depuis plusieurs mois. Donc, en fait, finalement, derrière cette déclaration, cette annonce, il n'y avait pas d'annonce, Thomas. Mais sur la forme, bien sûr qu'il y avait un changement de ton. L'Élysée a souligné une doctrine assumée d'ambiguïté stratégique qui marque un raidissement plus fort encore à l'égard de Moscou. Et ça a été un signal reçu sans ambiguïté. 5 sur 5 sur la Russie. C'est une clarification, s'il en fallait, de la fermeté française. Et on peut aussi penser que ces mots, ils avaient une visée de stratégie à l'intérieur, puisque l'ambiguïté élyséenne avait pour but aussi de faire la lumière sur les oppositions, et au premier chef Marine Le Pen, qui hier a d'ailleurs interpellé Gabriel Attal dans l'hémicycle de l'Assemblée, et elle s'est vue rappeler vertement les liens du Rassemblement national avec la Russie. Pour le Premier ministre, c'était en tout cas l'occasion de porter un nouveau coup au Rassemblement national dans le contexte des Européennes. Mais ça a permis à Marine Le Pen de dénoncer l'outrage de la réponse du Premier ministre et de se déclarer finalement en phase avec l'inquiétude des Français. Oui, et si c'était cela, ce sursaut collectif recherché par Emmanuel Macron, à travers cette prise de parole, dire aux Français, attention, la guerre en Ukraine, c'est à nos portes, nous l'avions tous un peu oublié, le conflit, il a 2 ans, la solidarité enthousiaste des débuts a cédé à la place à un soutien un peu là, avec l'idée que l'Ukraine, en aucun cas, ne pourrait l'emporter, alors qu'il y a aussi cette guerre qui a succédé à l'autre, celle du Hamas et de Israël qui a occupé tout l'espace médiatique. Là, c'est sûr, on peut le dire, Emmanuel Macron a réussi à remettre l'Ukraine au centre des préoccupations, la preuve avec ce débat, mais il a aussi agiter les peurs, la peur mauvaise conseillère, dit-on, et qui peut aussi paralyser. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de réveiller l'opinion publique. Merci Tam. Alors, je vais vous donner la parole évidemment à tous les 3 là-dessus. Peut-être avec vous pour commencer, Guillaume Ancel. Est-ce que Emmanuel Macron, parce qu'il sait quand même très bien ce qu'il fait, il y a effectivement une visée de politique intérieure, on en reparlera, mais est-ce qu'il brise un tabou quand même en employant ces mots? Je pense qu'il met fin à une double illusion qui nous empêchait de réfléchir intelligemment à la guerre en Ukraine. La première, c'est que dans nos sociétés européennes, depuis plus de 3 décennies, nous croyions que nous étions exemptés de guerre et que la guerre, c'était un truc pour les pauvres et loin de chez nous. Et là, ce que dit Macron à une société qui n'a plus de culture militaire, c'est que rien n'est exclu. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'à un moment, on sera obligé de faire la guerre. D'ailleurs, il n'a donné aucune précision sur ce qu'il entendait par là, sauf qu'il oblige toute la société française à débattre enfin de son lien avec la guerre. Or, on voit bien que c'était jusqu'ici un impensé. La guerre, c'était pour les Ukrainiens, on leur livrait des armes. Et ça, c'est la deuxième illusion qu'il brise. Et je pense qu'il a raison de le faire, c'est le bon moment. On ne peut pas gagner une guerre par procuration. Vous savez, les Ukrainiens, cet été, quand il y avait la contre-offensive, les experts occidentaux leur ont dit beaucoup, il faudrait faire plutôt comme ça ou comme ci. Et nous ont répondu un peu vertement, si les Américains vous avaient laissé faire le débarquement tout seul en Normandie, vous seriez peut-être encore sur la plage. Donc on voit bien que, si vous voulez, de leur côté, il y a le sujet, c'est bien, vous nous encouragez, vous nous livrez des armes, mais est-ce qu'on peut gagner une guerre tout seul face à un pays qui est 4 fois plus grand que nous? Et nous, si on dit, et je pense qu'on a raison, que nous sommes menacés par la Russie, mais il y a un moment où il faudra que notre implication ne soit pas seulement de lancer des programmes d'armement et des programmes de conseil. Donc on a bien cette question-là, pour gagner une guerre et pour défendre notre société, on sera obligé de s'impliquer beaucoup plus. Votre avis, Pascal, Johanna, parce qu'effectivement cette question, on peut dire qu'on se la pose, enfin que les Occidentaux se la posent depuis le déclenchement de la guerre, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça fait 2 ans.
Sauf que la réponse, elle était claire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Ancel pour dire il faut commencer à penser différemment? Je pense que déjà les Européens pensent différemment depuis 2 ans. Je rappelle que le projet européen... Oui, en investissant plus d'argent dans les dépenses militaires. Non. Le projet européen, ça a été construit sur la paix. Oui. Plus la guerre, et on avait fait la guerre à nos partenaires allemands aujourd'hui 3 fois en quasiment un siècle. Et depuis 1950, on n'a pas eu de guerre sur le territoire européen. Donc la guerre en Ukraine, contrairement à la guerre en Yougoslavie, ça rappelait crûment aux Européens que à leurs portes, à leurs frontières, l'Ukraine a des frontières avec des États membres de l'Union européenne, il y avait un État qui s'était assis sur le droit international et qui avait décidé d'attaquer un pays pour des raisons totalement fallacieuses. Et qu'il attaquait ce pays parce que ce pays avait osé regarder vers les valeurs occidentales et se détacher un peu plus de la coupe moscovite soviétique. Et que donc on est interpellé par le choix qui est fait par les Ukrainiens à un moment T. 2014, Maïdan, on a l'invasion de la Crimée, le Donbass, des provinces qui s'auto-proclament pro-russes, etc., etc. On n'a pas bougé. Là, la guerre nous rappelle qu'en effet, il y a une guerre qui est donnée parce que les Ukrainiens ont choisi un modèle de vie qui se ressemble davantage au nôtre. Et donc, mais ça cette analyse-là, on l'a fait, il y a 2 ans. Est-ce qu'on doit la changer aujourd'hui? Je repose ma question. Alors, les pays européens, je ne vais pas faire... ont oublié ce qu'était la guerre, on vient de le dire, ont oublié de s'armer, ont oublié de dépenser pour il n'y a que la France, un petit peu. La France, un petit peu. Les Grecs, pour d'autres raisons, vous voyez bien pourquoi. Les Britanniques, quand ils étaient dans l'Union européenne, qui ont fait cet effort-là. Les Polonais, peut-être aussi. Et les Polonais, les Polonais tardivement. Tardivement, mais ils le font également. Et on avait, et les Allemands, pour ne pas les nommer, ils étaient appuyés sur le parapluie américain. On ne fait rien, on dépense rien. Les Américains sont là, ils le seront toujours. Il y a des bases américaines en Allemagne, etc. Donc, on avait complètement oublié ce scénario possible et ce théâtre-là. Et là, ça a été un réveil brutal. On a pris des décisions rapides. On a pris, en effet, des mesures. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui l'eût cru, fait des trucs pour faire des munitions, parle de stratégie industrielle de défense, j'ai bien dit industrielle de défense, pas stratégie de défense, où on voit qu'en effet, il va falloir essayer de solidariser un peu les uns et les autres, parce qu'il faut aider l'Ukraine. Et que si on n'aide pas l'Ukraine, la Russie viendra un jour mordre dans les garrots de l'Union européenne pour remettre en cause son modèle. Donc, si on ne le sait pas et qu'on est naïf, tant pis. Alors Emmanuel Macron l'a dit. Est-ce que ça va jusqu'à envoyer des troupes? Bon, je repose la question. Mais je vais vous redonner la parole juste après, parce que je voudrais quand même entendre Richard Verly là-dessus, parce que vous avez signé un papier pour le média suisse Blick, où vous dites, attention, une posture guerrière, ça peut être un piège si les promesses ne sont pas tenues, si je vous ai bien lu. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a 2 manières de lire le discours d'Emmanuel Macron. Et là, je parle en tant que Suisse, et vous savez que la Suisse est neutre et que l'histoire de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale devrait nous inciter à beaucoup d'humilité, à plein de points de vue. Donc, rappelons-le quand même. Mais cela dit, il y a 2 manières de juger. Il y a effectivement une manière politique où on se dit, est-ce qu'Emmanuel Macron a parlé au bon moment? Est-ce qu'il a parlé du bon sujet? Et est-ce qu'il a une bonne lecture de la guerre? A priori, oui. Le moment était bon puisque le front ukrainien est en difficulté, sa lecture de la guerre est bonne parce qu'elle risque de s'intensifier, etc. Et puis vous avez l'autre registre qui est de l'écouter à l'aune de l'efficacité. Est-ce que ce qu'il a dit est efficace et va produire des résultats? Et là, on peut quand même, et on doit s'interroger, parce que franchement, avoir reçu immédiatement après une volée de non en réponse de la part de tous ses alliés, de manière unanime, alors que, répétons-le, Emmanuel Macron avait pris l'initiative de les convier à Paris. C'était donc une démarche. L'image qu'on voulait renvoyer, c'était au contraire l'unité face à la Russie. Il se positionnait, l'image est exagérée, mais il se positionnait un peu en commandant en chef de l'Europe. Il les invite à l'Élysée, il est tout seul au micro, il dit des choses qui visiblement n'ont pas été coordonnées, et c'est une rangée de noms dans la foulée. Alors oui, moi je m'interroge sur l'efficacité, parce qu'en ce moment, au moment où nous parlons, celui qui peut, en gros, non pas rigoler, mais en tout cas dire que la France est isolée et s'en réjouir, c'est Vladimir Poutine. Je dis bien pour le moment. Je suis relativement d'accord avec vous, mais vous nous dites, Guillaume Ancel, qu'il faut quand même anticiper une possible agression supplémentaire de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si son armée en est capable, mais c'est dans cette perspective qu'il faut quand même réfléchir. En fait, l'objectif stratégique de Poutine n'est pas d'envahir l'Ukraine aujourd'hui, il n'en a pas les moyens. Son objectif stratégique, c'est de mettre suffisamment de pression
sur le front en Ukraine pour obtenir un cessez-le-feu. Parce qu'il a besoin de 2 à 3 ans pour remonter son armée, parce que lui, il va mobiliser son industrie pour le faire. Et dans 3 ans, non seulement il finira d'envahir l'Ukraine, qui massacrera, l'Ukraine a osé lui résister. Et après, il s'attaquera à d'autres pays. Il l'a déjà annoncé. Les pays baltes, l'Est de la Pologne, la Finlande, qui est rentrée dans l'OTAN, donc qui est devenue hostile d'un seul coup. Poutine, c'est un empire menaçant. Tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Europe. Mais là, nous sommes face à un risque qui est quasiment historique. Et c'est pour ça que je pense que Macron a bien fait, même si je suis d'accord avec Richard sur le fait qu'il a d'abord provoqué des tensions. Mais tant mieux. Parce qu'en fait, c'est d'abord isolé. On est face au syndrome de Munich. On est à un moment où on pourrait changer l'illusion d'une paix rapide contre le fait qu'on a une guerre assurée. Si on veut la paix, il faut se préparer à se battre. Et c'est là où je pense que Macron a bien fait d'initier ce débat, parce que ce qu'il dit à tous les Européens, c'est qu'on est obligé de réfléchir à un engagement de l'Europe. C'est, attention, on ne peut pas accepter un cessez-le-feu qui ferait que on serait tous soulagés, alors qu'en fait, Poutine nous menace maintenant et à terme. Pour l'instant, ce que Poutine a entendu, c'est tous les pays occidentaux qui disaient non à Emmanuel Macron. Absolument. Et puis quand même, pour répondre à Guillaume, ou pour donner un peu un autre avis, estimer que tout est déjà calé du côté russe, à savoir le réarmement pour reconstituer l'armée, la future invasion de l'Ukraine qu'on va détruire, et ensuite s'attaquer aux pays baltes et à la Finlande, c'est quand même aller un peu vite. Fort heureusement, les circonstances ne sont pas toujours automatiques. Donc, et il y a quand même l'Ukraine au milieu. Je reviens d'Ukraine. On ne peut pas interdire aux Ukrainiens de négocier la paix s'ils estiment que le moment est opportun et qu'ils peuvent le faire. Je dis bien s'ils estiment que le moment est opportun et qu'ils peuvent le faire. Tu reviens d'Ukraine. Tu as eu le sentiment que quelqu'un avait envie de négocier un cessez-le-feu actuellement en Ukraine ? Oui. Ah oui, moi j'ai pas eu le même sentiment, mais on ne peut pas parler aux mêmes personnes. Il y a beaucoup de gens... Non. Il faut bien évidemment faire la différence entre les autorités... Je ne suis pas allée en Ukraine, il faut bien évidemment faire la différence entre les autorités ukrainiennes et le peuple. Oui. Mais il y a un consensus quand même en Ukraine pour dire qu'il faut résister, mais que cette résistance, elle ne sera pas interminable et qu'à un moment donné, il faudra trouver un accord de paix dans des conditions que personne n'est capable de... Voilà. Alors, mais la Finlande, Poutine n'y est pas encore quand même, mais par ailleurs, il a toujours dit qu'il n'attaquerait pas la Finlande jusqu'à maintenant. Bon, sur le timing, est-ce que c'était le bon moment, puisque Richard nous disait c'était peut-être le bon moment de la part d'Emmanuel Macron de poser cette question, de mettre cette question sur le tapis? Alors, si j'entends en effet ce que disent les militaires et ce que je vois également comme ressenti sans être allé en Ukraine, c'est qu'en effet, c'est maintenant, dans ce début d'année 2024, où il faut commencer à réfléchir et mener un processus qui doit en effet aller à son terme, parce que nous avons des élections européennes, il y a une élection américaine, et que si on ne veut pas se retrouver tout nus, nous, les Européens, quand je dis les Européens, pas la France, mais ceux qui se sont mis un peu sous le parapluie américain, avec un président américain qui serait élu, qui dirait maintenant vous vous débrouillez, parce que moi, l'Ukraine, c'est à 4000 km de chez moi, voire même un peu plus, et donc débrouillez-vous, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et donc là, si on n'anticipe pas, et s'il n'y a pas en effet un espèce d'aiguillon qui est donné par le pays qui est une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, le seul État membre, etc., qui ne dit pas un peu carte sur table les choses, alors peut-être brutalement, peut-être en effet pas avec la coordination qu'on aurait espéré. C'est vrai que ça fait peut-être un peu débat, mais Emmanuel Macron, il a eu des positions dans le passé, il n'y a pas si longtemps, où on lui a reproché d'être pro-Poutine, enfin de discuter avec Poutine, et les autres lui disaient ça va pas, vous êtes machin, etc. Donc il fait jamais bien, mais finalement, il a dit plein de choses qui se sont passées, et puis si aujourd'hui, il n'y a pas cette prise de conscience. En effet, on va au-devant de graves problèmes. Parce qu'il y a aussi une élection russe. Bon, alors, ce n'est pas une élection russe. Vladimir Poutine va la gagner. On ne sait pas simplement quel pourcentage il va s'accorder. Mais de toutes les façons, lui va être là. Et tant qu'il est là, il ne connaît que le rapport de force. Alors, à être trop gentil, à être trop, tout va bien, Madame la Marquise, etc. Donc, ça a été un peu la naïveté de l'Europe. Ça a été un peu la naïveté de l'Europe. Si ça avait été coordonné, je reprends les arguments de Richard, avec les autres pays européens, oui, là, le message de force, il aurait été entendu. Je n'ai pas tellement le sentiment que le rapport de force a changé depuis la déclaration d'Emmanuel Macron. Non, mais il a fait ça pour qu'il y ait une prise de conscience du rapport de force à venir. Et que si
on continue à croire qu'en envoyant simplement des armes, et pas suffisamment, à faire ce qu'on fait, on n'aidera pas l'Ukraine, alors que tous les discours politiques, y compris de chancelier Scholz, y compris de tous les dirigeants, c'est de dire il faut la victoire de l'Ukraine. Alors si on veut être en accord avec les mots qu'on vient de prononcer, il faut prendre des décisions sortir de l'illusion, vous disait Guillaume Ancel. Qui sont pas simples, et sans les Américains. Ok, Tam, un mot et ensuite je vous redonne la parole. Je voulais juste dire coordonner avec les chefs d'État qu'il a reçus lundi, mais aussi coordonner avec le Parlement, parce que quand même, c'est ce genre de choses, ça a quand même surpris absolument tout le monde. Un premier chef, le président du Sénat, hier, qui a quand même dit, mais attendez, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on parle d'envoi de troupes, il faut aller voir le Parlement, discuter de cela. Donc ça sortait quand même l'improvisation. Vous avez quand même senti à quel point c'était plus que dubitatif, voire unanimement critique aussi au niveau national. On en reparlera parce qu'il y aura un vote à l'Assemblée, enfin au Parlement. Oui, mais sur autre chose. Et sur autre chose, voilà, il y aura un vote. après l'accord bilatéral de 16 février. Allez, Guillaume Ancel, je vous redonne la parole. Regardez à nos réactions, comme nous avons tous été choqués par ces propos, en bien ou en mal. Et je pense que c'est ça que devait faire Macron. C'est nous choquer sur le sujet, parce que... Faire en sorte qu'on en parle. Bien sûr, il faut absolument qu'on en débatte. Et pour moi, il y a deux raisons qui sont très importantes. Etc. Le premier, c'est que c'est le moment de l'Europe. Je crois que l'Europe prend enfin conscience, et c'est pour ça qu'il a réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État, essentiellement européens, pour pouvoir dire... Il n'y a aucune puissance en Europe, ce ne sont plus que des puissances moyennes, même la France qui aimerait croire autre chose. Mais il n'y a aucune puissance qui puisse s'opposer. Vous parlez, on peut voir les chiffres, la France, 7e puissance militaire mondiale, on va voir les chiffres s'afficher. Il n'y a aucune puissance en Europe qui peut espérer faire face à un empire menaçant comme la Russie de Poutine. Par contre, l'ensemble de l'Europe, là, serait véritablement une puissance qui serait capable de dissuader n'importe quel type d'attaque. On attend depuis 70 ans d'avoir enfin une Europe de la défense. Et pour moi, il y a deux sujets qui sont cruciaux à l'intérieur. Il y a l'industrie de la défense. Vous vous rendez compte qu'en France, on est fiers parce qu'on va produire cette année 30 000 obus par an. C'est ce que consomment les Ukrainiens en une journée. D'accord ? Donc, on se dit, pardon, les 30 000. Ce qu'on produit en un mois, c'est un jour de consommation. 30 000, il faut 3 millions d'obus pour l'Ukraine en 2024. Donc, on est 100 fois en dessous de ce qu'il faut produire. Ça, on sait le faire. On a su le faire avec Airbus. Il faut construire un Airbus de l'armement qui soit capable de produire. La prise de décision aujourd'hui et une armée européenne opérationnelle, c'est pas en année, c'est en quoi ? On ne parle pas d'armée, on parle d'industrie de défense. Oui, là, je parle d'industrie de défense. Et je termine avec l'armée. Il y a une vraie différence en Europe, parce que l'armée européenne, elle n'existera pas. L'armée européenne, c'est des conglomérats d'armées nationales. Et aujourd'hui, de toutes les façons, la défense européenne, elle n'appartient pas à Bruxelles ni à la Commission. Mais donc, ça veut dire que s'il n'y a plus l'argent et les armes américaines, on fait comment ? Pardon ? S'il n'y a plus l'argent et les armes américaines, on fait comment ? Eh bien justement, on se retrouve tout seul, donc on est un peu désarmé. Et donc si on ne veut pas se retrouver incapable de pouvoir dire, de mettre à côté du discours qu'on a tous eu, parce que tous ceux qui ont dit non avant, ils ont tous dit « je suis pour la victoire de l'Ukraine, je suis pour qu'on la... » Voilà. Donc si on veut vraiment que l'Ukraine gagne, il faut s'en donner les moyens. Alors il y a des pays qui peuvent le faire, il y a des pays qui doivent accélérer la cadence, et même l'Union européenne. Alors l'Union européenne qui n'a aucune compétence en matière de défense, je tiens à le dire. Madame von der Leyen, qui est candidate à un deuxième mandat, va proposer, mais avant qu'elle propose un commissaire à la défense demain, elle propose, là, dans les semaines qui viennent, dans 15 jours, le 14 mars, une stratégie pour faire une industrie de défense. Alors derrière, il y a Thierry Breton, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en charge de tout ça. L'industrie de défense, parce qu'on produit tous des petits trucs, mais on n'a pas la force, pas l'armée. Et donc, si on essaie de faire ça au niveau européen, la coordination, elle peut se faire déjà là, sur les avions, les trucs, les machins, pour éviter qu'on ait 10 000 modèles et 3 000 variétés de types de munitions, etc. Ce ne serait pas si facile à mettre en place. 7e puissance mondiale, on l'a dit. Alors, il y a peut-être une petite hypocrisie quand même, Guillaume Ancel. On parle d'envoyer des soldats français et européens. Il y a déjà des soldats français en Ukraine. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ? Bien sûr, ils font beaucoup de choses. Par contre, ils ne sont pas ce qu'on appelle au contact, c'est-à-dire qu'ils ne se battent pas directement contre les Russes. Par contre, il y a des experts français, donc très souvent ce sont des soldats, parfois ce sont des civils, parce qu'ils viennent d'industrie de défense. Ils font du conseil,
de l'expertise, du paramétrage des missiles Scalp, parce qu'avant de tirer un missile Scalp, il faut s'assurer qu'on est parfaitement ciblé. Ils font du ciblage, ce qui est extrêmement sensible, c'est-à-dire que c'est eux qui aident les Ukrainiens à déterminer quelles sont les bonnes cibles à détruire et à quel moment il faut le faire. Ils font de la maintenance, ils font du conseil, ils font de la formation, ils font, ils font beaucoup de renseignements. Donc on est bien sûr qu'on est présent, mais il n'y a pas d'unité combattante. Et c'est ça le sens des déclarations de Macron. Attention, le rétro-pédalage auquel on a assisté après en disant tiens, on pourrait faire la défense solaire ou du déminage. Non, pardon, ça c'est une manœuvre, c'est juste pour donner, vous savez, quelques fumigènes quand on estime qu'il faut se rétracter par rapport à quelque chose qui a été avancé trop vite. Mais la déclaration la plus importante de Macron avant-hier, maintenant, c'était pas le fait qu'on ne devait rien exclure. C'est ce qu'il a dit avant. La défaite de la Russie est indispensable. Or, pardon, on n'a pas capté que jusqu'ici, on disait l'Ukraine ne peut pas perdre. On n'avait jamais dit que la Russie devait être défaite. Or là, pour moi, ce qu'il dit, la Russie de Poutine doit être défaite, et c'est quelque chose de crucial. C'est un changement complet de stratégie. C'est-à-dire qu'on assume maintenant qu'il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir. Ouais. Alors, si on parle d'envoyer des troupes, encore une fois, pour l'instant, ça reste très virtuel, on l'a bien compris, Richard Verly. On pourrait imaginer, par exemple, des brigades internationales qui pourraient être chargées de surveiller, au hasard, la frontière avec la Biélorussie. Ça permettrait aux Ukrainiens de redéployer leurs troupes. Sauf que si on essaye vraiment de rentrer dans la mise en œuvre d'une telle opération, c'est pas si simple. Alors, il y a plusieurs schémas qui sont évoqués, en tout cas dans les médias. Il semble quand même que lors de la réunion des dirigeants à l'Élysée, ils ont parlé d'un certain nombre de choses. Alors, une idée que j'ai entendue serait que lorsque les Ukrainiens, et si les Ukrainiens libèrent un territoire, puisqu'il y aura une nouvelle contre-offensive une fois qu'ils auront reçu tous les matériels qu'on leur a promis, s'ils libèrent un territoire, ils déployaient éventuellement au conditionnel des forces, par exemple, européennes, de manière à s'assurer que les Russes ne ripostent pas. On partirait du principe que les Russes ne riposteraient pas sur des forces qui ne seraient pas ukrainiennes, mais européennes. Voilà, par exemple, une idée. Pour le reste, moi, je pense que l'armée ukrainienne, aujourd'hui, telle que on peut la rencontrer quand on y va, elle est solide, elle tient, elle a des difficultés, mais elle ne réclame pas, pour l'instant, de soldats internationaux. Elle ne réclame pas de soldats européens. Elle réclame avant tout de l'armement, et sans doute les experts qui vont avec pour guider les missiles. Mais ce serait pas si facile de coordonner des troupes internationales avec les troupes ukrainiennes ? Il y aurait deux difficultés si ça devait se faire maintenant, parce qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas exclure, et là je parle sous le contrôle de l'ancien militaire qui est Guillaume, c'est que le front est fragile et que peut-être à un moment donné, les Russes peuvent avoir une action qui sera plus décisive qu'on ne le pense, même si on dit qu'Avdiivka n'est pas stratégique. Et si le front devait vraiment se fissurer, peut-être que finalement on va être rattrapé par la patrouille et qu'il faudra venir au secours des Ukrainiens de manière beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Il ne faut quand même pas oublier cette possibilité. Alors, intégrer des unités étrangères dans l'armée ukrainienne aujourd'hui, ça paraît quand même difficile, parce que l'armée ukrainienne, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est une armée qui est souvent, les unités sont des unités qui sont très indépendantes les unes des autres, elle a des problèmes de commandement, tout ne fonctionne pas quand même de manière optimale à l'image d'une armée européenne. Et par ailleurs, alors là je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment spécialiste des questions de défense, mais a-t-on des unités dans les armées régulières européennes qui seraient capables maintenant de partir se battre en Ukraine sur ce terrain et de s'intégrer dans une force étrangère? Honnêtement, je ne le sais pas. Oui ou non, Guillaume Ancel? Oui, il y a des forces qui ont été spécialement constituées sous l'égide de l'OTAN en termes de coordination pour ce genre d'action, c'est-à-dire monter plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui sont complètement capables de mener une action offensive dite interarmes. Parce que la grande faiblesse de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle ne sait pas faire de manœuvres interarmes de haut niveau. On l'a vu dans la contre-offensive, elle s'est engagée quelques centaines de soldats et elle s'est mal coordonnée parce que ça nécessite une expertise dans les états-majors. Je ne parle pas des combattants qui sont très haut niveau, mais ça nécessite de combiner des chars, de l'artillerie, de l'infanterie, des frappes aériennes. Or ça, aujourd'hui, ils ne savent pas le faire, là où les armées européennes sont expertes en la matière. C'est pour ça qu'un corps expéditionnaire qu'on a déjà utilisé en d'autres endroits, en Irak, au Koweït, on sait très bien le monter et on n'est pas obligé d'afficher un drapeau national.
L'idée, à mon avis, dans l'esprit du président Macron, c'est surtout pas que la France rentre en guerre contre la Russie, c'est que ce soit bien un corps expéditionnaire international qui rentre en Ukraine, parce qu'un corps de 50 à 70 000 hommes renverserait complètement le front. Ce serait une force offensive à laquelle les armées russes, dans leur état actuel, ne sauraient pas résister. On n'a pas besoin d'envoyer 500 000 hommes. On parle plutôt de 50 000 hommes, mais avec des avions, avec des appuis très forts, et surtout avec un niveau de coordination excellent qui n'est pas celui de l'armée ukrainienne aujourd'hui. L'un des effets de cette déclaration du président de la République, Pascal Joannin, c'est quand même d'avoir, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, refroidi encore un peu plus ses relations avec Olaf Scholz. Notamment, ça portait, alors je crois que ça a été réglé sur la réticence du chancelier allemand de livrer des missiles longue portée, etc., etc. Bref, ça aussi, si on se place dans la volonté éventuelle d'un président français d'envoyer un message à Vladimir Poutine, la cible n'a pas été touchée. Si le résultat, c'est une relation franco-allemande qui se refroidit encore un peu plus. Votre avis là-dessus? Alors, de toute façon, tout ce qui peut amener les divisions au sein de l'Europe est pain béni pour Vladimir Poutine, on est bien d'accord. Mais Vladimir Poutine, il a une grille de lecture qui est l'Europe n'existe pas, c'est un machin, et seul comptent quelques personnes. Et dans ces personnes qui comptent, il n'y a malheureusement pas le chancelier allemand aujourd'hui. Il y avait sa prédécesseur, oui, il y avait Angela Merkel. Et puis il y a Emmanuel Macron. Il y a Emmanuel Macron parce que puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, on se retrouve, on sait qu'il a l'arme nucléaire, donc on n'a pas le même niveau d'engagement ou de parole quand on est une puissance nucléaire. On se retrouve aussi au niveau du. Donc l'Europe, c'est quelque chose qui, vu de Poutine, c'est pas von der Leyen et Charles Michel, hein, voilà. Donc c'est en effet quelques personnes qui parce que ils sont issus d'États forts. Quand on est des petits pays ou des pays moins importants, quand on a eu la réaction, quelle a été la réaction de la Finlande dont on vient de parler, ou de la Suède, neutres depuis qu'ils existent, et puis y voir en effet, je rappelle que la Finlande est le seul pays à avoir une frontière avec la Russie, hein, d'États membres, hein, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc il y a beaucoup qui ont avec l'Ukraine, mais pas avec la Russie, 1200 km. Première réaction, j'intègre l'OTAN. La Pologne a une frontière avec la Russie. Avec Kaliningrad. Plus de 200 km. Avec Kaliningrad. Alors, si vous voulez qu'on vienne sur on va pas faire de la géographie, je ne suis pas super bon en géographie, donc j'y vais pas. Où Kant est enterré, c'est une territoire russe historique. Alors, donc, voilà. Allez, il faut croire Pascal. Voilà. Donc, et vous avez en effet la Suède qui va le devenir, là, puisqu'en effet, les Hongrois ont donné leur feu vert lundi. Donc, on va avoir 32 États membres. Mais c'est bien une réaction comme quoi, eux, ils ne sont pas en état d'eux. Donc, il y a eu une réaction de. Voilà. Les Polonais qui, comme vous le dites, ont une frontière avec d'autres pays, la Biélorussie, eux, ils ont dit on va multiplier par 2, par 3, par 4 le budget de la défense, parce que nous, on sait que la prochaine sur la liste, ça sera nous. Et que si on fait rien, eh bien, il va venir. Et puis, est-ce que vous viendrez, comme en septembre 39, nous aider, hein? Voilà. Donc, et il y a ça aussi, il y a tout ce passé historique. Donc, si on veut aujourd'hui être en état d'apporter une réponse crédible, et bien entendu, elle ne va pas se faire tout de suite, il faut commencer à titiller ceux qui sont les plus faibles, les plus pacifistes. On ne peut pas reprocher à l'Allemagne d'être pacifiste après le passé qu'elle a eu, mais il faut apporter les uns et les autres vers cette convergence, et ils vont se retrouver dans 3 semaines. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de désordre européen. Le Conseil européen du mois de mars, dans 3 semaines. Donc, on va reparler de ça, et on va reparler de ça tout le temps, parce qu'il y a une vraie urgence. Quelques minutes, je voudrais quand même qu'on fasse un petit focus sur l'aspect politique française. Vous l'avez évoqué, Tam, tout à l'heure, avec effectivement cette annonce qui a été faite. Le soutien à l'Ukraine fera l'objet d'un débat et d'un vote au Parlement. Écoutez sur ce thème l'échange entre le sénateur centriste Loïc Hervé et le ministre chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot. Cette orientation n'a été ni préparée, ni concertée avec le Parlement, qui n'en a jamais été saisi, ni de près, ni de loin. En vertu de notre Constitution, la guerre ne peut être déclarée que sur autorisation du Parlement. Alors, Monsieur le Premier ministre, quels engagements prend ici votre gouvernement pour respecter l'ordre constitutionnel et surtout pour continuer de défendre notre intérêt le plus fondamental, à savoir la paix? Vous avez raison, Monsieur le Président Loïc Hervé. Il faut que les Français soient pleinement associés et éclairés dans ces décisions. C'est la raison pour laquelle le Président a également annoncé qu'un débat se tiendrait devant le Parlement au titre de l'article 50-1 de notre Constitution. Ce sera l'occasion pour le Parlement de se saisir pleinement de ces sujets.
Richard Verly, est-ce que c'est un bon coup politique de la part d'Emmanuel Macron? Il va obliger ses opposants d'une certaine façon à sortir du bois, quoi. C'était, à mon avis, le seul coup politique dont il disposait contre la formation qui l'obsède, à savoir le Rassemblement national. Puisqu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'arguments que le président peut brandir pour contrer les progrès dans les sondages du Rassemblement national. Je dirais sur le plan économique, la colère des agriculteurs, vous connaissez tous ces sujets. Oui. Là, sur le thème, vous êtes l'allié de Poutine, vous êtes des défaitistes, vous êtes prêts à solder la paix en Europe, là, il peut marquer des points. D'ailleurs, il a commencé à le faire. Gabriel Attal est tout de suite parti à l'offensive. Et je crois que ça procède d'un diagnostic assez juste d'Emmanuel Macron. En plus, ça correspond à ses convictions. Et en plus, ça correspond à une réalité, puisque, disons-le, le Rassemblement national a un gros problème, c'est ses relations avec la Russie depuis un certain nombre d'années. Et il va falloir que sur ce plan, à mon avis, très vite, Jordan Bardella, puisque c'est lui qui mène la liste aux européennes, éclaircisse le tableau, parce que pour l'instant, ils sont embêtés au Rassemblement national. Tam ? Oui, et hier, c'était quand même une des séquences les plus fortes à l'Assemblée nationale. Hein, l'échange qu'on a pu voir entre Marine Le Pen et Gabriel Attal, où Gabriel Attal a dit les troupes de Poutine, elles sont déjà ici, et elles sont au Rassemblement national. On sent que effectivement, c'était sans doute ça l'un des objectifs principaux. Et en tout cas, c'est de ça que Gabriel Attal, qui est aussi un peu le chef de file de Renaissance pour l'élection européenne, s'est saisi pour montrer l'utilité politique de la démarche. Après, aujourd'hui, il est à nouveau intervenu sur le sujet du débat, et c'était assez intéressant parce il n'y a pas le Rassemblement national au Sénat quasiment. Oui, il y a 2 ou 3 sénateurs. Donc la seule chose qu'il a pu dire, c'est attendez, il n'y avait pas d'annonce. On a juste dit des choses qui ne seraient pas exclues à l'avenir. C'était assez drôle le contraste qu'il y avait entre l'extrême prudence qu'il y avait au Sénat et le côté hyper offensif qu'on ne peut que lier à la place du Rassemblement national à l'Assemblée. Guillaume Ancel ? Moi, je suis extrêmement choqué par les discours de 2 ténors politiques français. Ce sont Mélenchon et Le Pen. Quand on les écoute, ce sont quand même des extrémistes qui aujourd'hui se prennent pour des pacifistes. Je veux dire, c'est assez effrayant. Poutine était leur référence, ils s'en sont vantés jusque très récemment. Et maintenant, ils nous expliquent qu'il ne faudrait pas se défendre quand Poutine nous menace. Du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce que veut dire RN? Ça veut dire Russie nationale? On est obligé de s'interroger sur leur attitude vis-à-vis de la défense de notre liberté et de notre prospérité, parce que je ne connais pas de paix qu'on puisse gagner tout seul sans se battre pour. Et quand on les écoute, il ne faut surtout pas s'opposer à Poutine, alors que Poutine n'a jamais été une telle menace pour cet immense espace de prospérité que nous avons construit. Oui, ils sont dangereux dans leur attitude. Allez, un dernier mot, le mot de la conclusion. Pascal Joannin, finalement, les élections européennes, c'est le meilleur moment pour se poser cette question. Exactement. Qui est là pour défendre les valeurs démocratiques de l'Europe? Alors, qui est là pour défendre les valeurs démocratiques? Qui est là pour défendre la liberté et les valeurs fondamentales? Moi, je regarde tout ce qui se passe en ce moment et on sait, il y a des rapports qui ont été faits, il y a des choses qui se sont dites, que la Russie va essayer de venir perturber les élections européennes. Et elle a commencé. La crise des agriculteurs qui est européenne et pas que française. On voit que dans certains pays, il y a des gens quand même qui se posent la question pourquoi les agriculteurs manifestent de cette manière, en Pologne notamment. Donc on voit bien, et Jordan Bardella au Parlement européen, il va falloir qu'il puisse défendre un bilan qui est égal à 0 sur tout ce qu'il a fait pour défendre l'Ukraine ou pour se désolidariser de la Russie. Et ça, il va falloir que vous, les journalistes, ou les autres hommes politiques qui veulent combattre le RN, rappelle à Jordan Bardella que son bilan des 5 dernières années n'est pas terrible. On fera le job, mais aussi, et d'ailleurs il y aura un débat, le premier débat des élections européennes, ce sera sur quelle chaîne? Ah bah oui, ça sera chez nous. Ce sera sur Public Sénat. Oui, à Strasbourg avec le 14 vous, Thomas. mars. Bah oui, je ne pouvais pas le dire tout seul. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. J'ai rappelé, Guillaume Ancel, le titre de votre livre, Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, qui est publié aux éditions Flammarion. Richard Verly, on vous lit évidemment sur le média suisse Blick. Voilà, fin de ce Sens Public. Je vous dis à demain, 18h et 22h sur Public Sénat. Et puis notez que l'invité politique de la matinale, 8h du matin, Oriane Mancini, elle reçoit Marie Lebec, la ministre chargée des relations avec le Parlement. Belle soirée.